Mary Griffin. Songez un petit peu, d'abord, quelques minutes. Combien de quartiers connaissez-vous qui portent le nom d'une femme? Certes, des figures religieuses, Notre-Dame-de-Grâce, Sainte-Dorothée, Sainte-Rose, etc. Une mère de promoteur, Rose, Philippe, de Rosemont. Mais Mary Griffin, c'est une femme d'affaires. Femme d'affaires qui a laissé son nom ici, à un quartier, et ce, en 1806. Une femme d'affaires en 1806 qui laisse son nom sur un quartier, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et je pense qu'il faudrait tout de suite garder dans sa mémoire cette personne, ce nom, la signification de cela. Alors, le nom Griffintown a persisté malgré une non-reconnaissance officielle pendant 200 ans. Ce n'est que dans les années 2000 qu'enfin on a reconnu officiellement le nom de Griffintown. Est-ce qu'on pourrait peut-être éviter des noms comme le Griff ou d'autres choses qui nuiraient, je crois, à cette commémoration capitale d'une femme d'affaires importante il y a 200 ans? Et peut-être pourrait-on, et je vais être très sexiste, profiter de l'occasion pour peut-être lancer un développement qui est sécuritaire, humanisé et familial, pour prendre des valeurs soi-disant féminines, que j'espérais pourraient être de tout le monde. Donnons aussi le défi d'engager des femmes dans nos projets, d'engager des femmes dans, justement, les promoteurs. J'ai 55% de femmes dans mes classes d'urbanisme, il faudrait s'en servir. Alors, voilà mon plug. Histoire et densité. Eh bien, ce 207e anniversaire vient de passer. On n'a presque rien dit dessus, malheureusement. Ce quartier a toujours été dense, en fait. Et regardez la photo de 1896. La densité, ce n'est pas ça qui manquait à Griffintown. Ce n'est que dernièrement qu'il en manquait. Il n'y a pas de contradiction, en fait, entre histoire et densité. Aucune. Il y a cependant une certaine contradiction entre densité et hauteur. Histoire, densité et hauteur. Et là, je fais la nuance. Alors, c'est vraiment par l'occupation du sol qu'il faut y aller et non par la hauteur. C'est le sens même du quartier historique qui serait renversé si on adoptait le modèle uniquement par la hauteur. La densité, on peut y arriver sans passer par des hauteurs excessifs. Généralement, conseil pratique, on ne dépasse pas les 8 étages, généralement. Et il faut éviter aussi les espaces vides inutiles. On a tendance à créer des espaces vides dans les projets qui servent à personne. Il faut éviter aussi ces espaces vides inutiles. Il faut humaniser les façades. C'est ça ce que l'histoire nous apprend, comment humaniser les façades commerciales résidentielles. Il faut surtout, et je ne veux vraiment pas insulter notre haute ETS, que j'admire beaucoup, mais si vous faites le tour du bâtiment, vous regardez du côté de William, la façade aveugle sur William avec des garages béants, avec une non-dialogue avec le quartier, annonce très mal, je crois, pour l'animation de la rue. Il faut comprendre que chaque façade est importante. Un bâtiment ne peut pas avoir une façade aveugle. C'est ça que l'histoire nous apprend. Et le PPU de 2008, il faut le retravailler. Le plan cadastral. Il est génial. On l'a déjà dit ce matin. Louis Charland a conçu quelque chose d'extraordinaire en 1806, pour le compte de Mary Griffin en passant. Et il faudrait le respecter. Au même titre que nous respectons aujourd'hui le plan du Vieux-Montréal, certes, il est à l'étroit, il est petit, il est modeste, mais on l'a respecté intégralement. Autant faudrait-il respecter ce plan cadastral unique. Et je crois que l'enjeu du développement ici, il est vraiment important. C'est que nous avons hérité des rues, en tout cas nord-sud, n'ayant que 37 à 39 pieds de largeur, 10 à 12 mètres environ. Ce n'est pas une contrainte, ça. C'est un défi, c'est un avantage. Et ça nous annonce clairement vers quoi nous devrions aller. Ce n'est pas d'élargir des rues, ce n'est pas non plus d'effacer des rues, c'est au contraire, comme au Vieux-Montréal, de profiter de ces rues tellement intimes, tellement piétonnes, que c'est ça qui oriente le développement. Donc, les rues le disent, ça dicte un sens piéton à ce quartier futur, ça dicte donc des façades qui donnent sur les rues partout, et ça dicte un encadrement dans la cité par peut-être des reculs de bâtiments, pas à partir du trottoir, mais peut-être à partir du 3e, 4e étage. Il faudrait penser alors à reculer un petit peu. Donc, désenclaver par escalier si on veut. Alors, c'est ça le sens que ces rues nous annoncent, le sens de développement que l'histoire nous propose. Les 5 couches d'histoire, je vais
J'en parlerai pas, je pense que Stéphane Conan l'a bien couvert tantôt. Je vais quand même, vous pourrez profiter d'avoir les images sur le site de l'OPCPM. Je vais quand même m'arrêter sur, je pense, 2 ou 3 diapos. Celle-là, Louise justement annonçait que tout le monde y a participé à Griffintown, et bien que nous sachions que c'est le quartier irlandais par excellence, regardez ces chiffres de 1881. Irlandais, 9000 et quelques, protestants catholiques, mais protestants en voie de sortir, avec des opportunités meilleures économiquement parlant. Français, presque 6000. C'est une population qui venait de Saint-Joseph-Récollet et qui descendait dans Griffintown, donc un effectif important. Anglais, 2000 et quelques, mais stable à l'époque. Et 16 640 Écossais. Il y en avait beaucoup plus avant, mais curieusement, l'Église presbytérienne mettait énormément d'accent sur l'éducation des ouvriers, et ce qui fait donc une ascension sociale très rapide chez les Écossais. Donc, ils vont quitter plus tôt. Mais ces 4 groupes fondateurs ont mis leurs traces clairement dans ce quartier. J'aimerais m'arrêter aussi sur cette image-là. Vous avez là dans cette image de 1896 de Notman, assis sur la cheminée là, du Montréal Tramway. Extraordinaire, hein? Vous avez un pont en arrière-plan. Ce pont Victoria a été construit par ces Irlandais de Griffintown, complètement. Et en hiver, dans du moins 20 degrés pendant des années. Ce canal que vous voyez là, il a été creusé par ces Irlandais, à la main. Encore une fois. Ce quartier devant vous, cette église, ces maisons, étaient construites par les Irlandais essentiellement. C'est une œuvre capitale, cette contribution. Et je pense qu'il faudrait faire le respect justement de cette contribution, notamment irlandaise, de Griffintown, en reconnaissant justement le rôle qu'ils ont joué. Et ce qui m'amène à cette photo. Oui, une vie parfois misérable, regardez les chiffres à gauche, la mortalité infantile surtout, c'est très triste, mais regardez ces enfants. Surtout ces 2 filles qui encadrent un garçon au premier plan. C'est spécial, hein? Et ces enfants, ils ont la vie dure, ont une vie coriace, mais songez que cette foule devant vous, il y en a plusieurs qui sont vivants aujourd'hui. Ils nous écoutent aujourd'hui, ils nous attendent. Ils visitent chaque année le site de l'église Sainte-Anne et ils font toujours le pèlerinage annuel à la Roche-Noire. Je pense qu'il y a un certain respect de ça qu'il faut aussi se rappeler et intégrer cette histoire humaine dans nos plans.